Alors, bienvenue au podcast Connexion Primordiale en balade avec Paul. Dans l'épisode précédent, je m'étais lancé, je pensais couvrir les 5 resets, les 5 réinitialisations de la méthode de Tim Anderson qui s'appelle Original Strengths OS. Et puis j'avais plus de choses à dire que je le pensais. Et donc on a parlé un peu de l'histoire et des fondements de l'approche. Et puis on a parlé du premier reset, de la première réinitialisation, qui est la respiration. Donc aujourd'hui, je vais couvrir les autres resets. Je pense que ça devrait pouvoir se faire en une seule fois, mais qui sait, surprise. Donc le second reset, encore une fois, il n'y a pas d'ordre, mais ça correspond quand même à un ordre chronologique. Évidemment, le bébé, après la naissance, il respire. Et puis ensuite, sa deuxième mission, qui correspond au premier pilier de la motricité de Sally Godard, c'est le contrôle de la tête. Donc le deuxième reset s'appelle le contrôle de la tête. C'est pas hochement de tête. Souvent, les gens disent hochement de tête parce qu'effectivement, les mouvements qui correspondent, c'est souvent des hochements de tête. C'est principalement des hochements de tête, mais le reset lui-même, c'est que tout simplement, le bébé doit apprendre à contrôler sa tête, et ce contrôle, on doit l'avoir tout au long de notre vie. Et c'est ce qu'on fait à travers les différents réflexes. En fait, pour expliquer ce qui se passe, il y a plusieurs réflexes archaïques qui doivent s'inhiber pour laisser place à des réflexes de vie. C'est toujours comme ça. Il y a d'abord les réflexes archaïques qui sont présents dans le ventre de la mère, qui sont présents à la naissance et qui vont s'inhiber progressivement pour laisser place à des réflexes de vie. Dans le cas du contrôle de la tête, c'est très important puisqu'il y a beaucoup de réflexes archaïques qui sont présents à la naissance. Le bébé ne contrôle pas sa tête est très lourde, elle correspond à un tiers du poids de son corps, c'est gigantissime. Imaginez que vous fassiez 60 kg, certains d'entre vous un peu moins, un peu plus de 60 kg, mais ça voudrait dire une tête à 20 kg, c'est énorme. Or la tête humaine, elle fait 5 kg, donc imaginez d'avoir... c'est Tim Anderson qui dit ça. Imaginez que vous deviez prendre un haltère de 15 kg, de le mettre sur votre tête, et de bouger avec ça. C'est énorme ce que le bébé doit contrôler comme poids par rapport à son corps. Donc ces différents resets, ce contrôle de la tête, ça correspond au premier pilier. Et il y a plusieurs réflexes qui sont associés à ça. Réflexes archaïques qui doivent s'inhiber. On a d'abord le très connu réflexe de Moro, réflexe d'embrassade de Moro, qui est dans l'axe antéro-postérieur. Quand le bébé sent qu'il tombe ou qu'il est lâché, il va ouvrir bras et jambes. Donc quand la tête se met en déflexion de plus de 30 degrés, ça enclenche le réflexe de Moro. Donc ça perdure pendant 3 mois après la naissance. Et puis ça c'est pour donc avant-arrière. Pour avant-arrière, on a aussi le RTL, réflexe tonique labyrinthique, en flexion et en extension. Donc en fait, ce sont deux réflexes, les réflexes toniques labyrinthiques, celui de flexion, celui d'extension, qui eux c'est sans doute le réflexe le plus long à s'intégrer. Il peut mettre 2 ans, voire 3 ans. Alors normalement plutôt 2 ans si l'enfant est laissé en motricité libre. Il a l'occasion de beaucoup marcher, courir, explorer le monde autour de lui, sauter, avoir plein d'expériences motrices. En général, au bout de 2 ans, c'est intégré, mais parfois ça peut être 3 ans. Il va s'intégrer beaucoup aussi quand l'enfant va faire des retournements dos, ventre, ventre, dos et du 4 pattes, etc. Donc là, c'est très tôt, mais il continue à s'intégrer. C'est normal parce qu'à 1 an, l'enfant fait ses premiers pas. À 2 ans, il se met à courir. Donc il faut encore compter 1 an jusqu'à 3 ans pour qu'il maîtrise un peu tous les mouvements humains, sauter, courir, grimper, etc., etc. Donc on a ce réflexe tonique labyrinthique qui lui aussi, c'est flexion de la... Enfin, c'est un peu plus complexe, mais en gros, flexion de la tête entraîne flexion des membres, extension de la tête entraîne extension des membres, mais ça dépend aussi si l'enfant est placé sur le dos ou sur le ventre. Réflexe en flexion s'exprime quand le bébé est placé sur le ventre, et réflexe en extension quand il est sur le dos. Donc ce RTL doit aussi s'inhiber, ainsi que le réflexe tonique asymétrique du cou, qui lui dure 6 mois, qui est lié au mouvement droite-gauche de rotation de tête, du côté où la tête est tournée, jetant bras et jambes, et le bébé garde fléchi le côté opposé. Donc ça doit s'inhiber aussi, ça fait 3. On a le réflexe tonique symétrique du cou qui est considéré comme un réflexe secondaire, il n'est pas présent à la naissance, mais il va s'inhiber quand même. Certains pensent, quand je dis certains, c'est Sally Godard qui rapporte ça, que en fait ce RTSC n'est qu'une évolution du RTL. Donc c'est le RTL, on a flexion de tête entraîne flexion des bras et des jambes, alors que dans RTSC, réflexe tonique symétrique du cou, on a flexion de tête entraîne flexion des bras et extension des jambes, et vice-versa, extension de tête entraîne extension des bras, flexion des jambes. Donc on a tout d'un coup une sorte de RTL qui se
sépare entre haut et bas du corps. Mais bon, ça se discute, on considère que c'est de toute façon deux expressions, deux réflexes qu'on peut évaluer différemment. Donc on a ce RTSC aussi qui doit s'intégrer, et donc ces 4 réflexes, moraux, RTAC, RTSC et RTL, doivent laisser place à un réflexe de vie majeur qui s'appelle, alors qu'on devrait dire au pluriel, les réflexes de redressement de la tête oculaire et labyrinthique, ou les réactions de redressement de tête oculaire et labyrinthique, qui sont des réflexes posturaux, des réflexes de vie, qui maintiennent la tête à l'horizontale, hein, qui vont être responsables du bon fonctionnement, enfin de la bonne connexion entre le système vestibulaire et le système visuel. Donc il va corriger les mouvements entre corps et tête selon qu'on va à droite, à gauche, devant, derrière, ou monter, descendre. Donc de telle sorte qu'on ait toujours le regard à l'horizontale. Donc il y a plein de réactions antigravitaires liées à la position du corps par rapport à la tête et de la tête par rapport au corps. Donc là, on parle des réflexes de redressement de la tête oculaire et labyrinthique. Donc oculaire, c'est quand les yeux sont ouverts, et puis labyrinthique, c'est quand les yeux sont fermés. Évidemment, là, le labyrinthe prend le dessus. Donc les 4 réflexes archaïques vont laisser place à ce réflexe de vie qui est majeur. Et pour ce faire, eh bien, c'est ce qui va établir le bon tonus entre corps et tête et corps, d'avoir la tête sur les épaules. Et donc ce tonus est absolument majeur. Et donc pour ce faire, c'est ce que je disais, c'est la gravité qui va obliger le bébé, quand il est en position ventrale, en position dorsale, quand il est ventre à ventre contre le corps de son porteur, de sa mère lorsqu'il est allaité, ou de son porteur, ou quand il est placé dans le dos avec une écharpe de portage, ou sur le côté ou sur le ventre, peu importe, toutes ces stimulations de portage vont faire qu'il doit redresser sa tête par rapport à la gravité, et que progressivement ces réflexes archaïques vont s'inhiber, et le réflexe de redressement de la tête, les réflexes de redressement de la tête vont pouvoir se mettre en place. Et c'est à travers donc ces stimulations gravitaires, c'est à travers les retournements, c'est à travers la position assise, 4 pattes, c'est par le fait qu'il fait beaucoup de motricité, qu'il bouge, qu'il saute, qu'il court, qu'il grimpe, etc., que tout ça va pouvoir se coordonner. Vu que, alors admettons de 2 choses l'une, soit le bébé n'a pas eu tout ça, donc il va falloir ensuite dans la vie compenser avec des tas d'autres compensations qui vont se mettre en place au niveau postural, avec tous les déficits, toutes les incidences que ça va avoir au niveau, évidemment s'il y a un déséquilibre postural, il y aura un déséquilibre vestibulaire et visuel, et donc des difficultés cognitives associées via tout le mécanisme proprioceptivo, vestibulairo, tonico, posturotonique. Voilà, par tous ces mécanismes-là, ça va avoir un impact sur les compétences cognitives. C'est quelque chose que Sally Godard explique très bien dans ses livres, en particulier dans, si ma mémoire est bonne, Prêt à apprendre avec les réflexes. Dans ce livre, qui se destine plutôt aux enseignants et aux orthophonistes et aux psychomotes, dans ce livre Prêt à apprendre avec les réflexes, elle explique bien que le système postural est toujours prioritaire. Donc si l'enfant a des manques au niveau postural, il cherche toujours à les compenser. Et du coup, toute l'énergie qu'il met là, elle ne peut pas être disponible pour la lecture, l'écriture, la concentration. Or, quand on est à l'école des heures par jour, on doit utiliser notre système tonico-postural, ventilatoire, etc., pour garder une intégrité de la posture et être capable d'exercer les mouvements requis. Parce que oui, rester assis plusieurs heures par jour, c'est une grande demande, c'est une grande exigence posturale. C'est pourquoi les enfants se vautrent et n'y arrivent pas, ils manquent de mouvement, et donc ils ne peuvent pas rester assis correctement pendant autant d'heures, c'est impossible. Donc du coup, cette souffrance-là fait que, ce besoin prioritaire de maintien de la posture fait que l'énergie, en quelque sorte, est redirigée vers la posture et n'est plus disponible pour compenser les heures assises, le mobilier inadapté, etc., et l'absence de mouvement, est redirigée donc vers la posture et n'est pas disponible pour les yeux, les oreilles, la concentration, etc. Donc le bébé, par ces différentes stimulations au quotidien, tout petit, il va pouvoir créer un système stable et solide. Alors donc première chose, soit j'ai bien mis en place, soit j'ai pas bien mis en place. Et donc dans ce cas-là, plus tard, je vais avoir besoin de récupérer ce qui n'a pas été mis en place par les bons mouvements, encore et encore, pour créer une maturation initiale. Dans ce cas-là, on ne dirait pas reset, mais set, puisque reset sous-entend j'ai mis en place bébé, et donc je remets en place plus tard en allant chercher dans des bases que j'ai mis en place, dans des fondations que j'ai mis en place. Mais c'est vrai que chez certaines personnes, et beaucoup chez les gens qui viennent nous voir dans nos cabinets, en IMP, il n'y a pas eu cette mise en place initiale. Donc il va falloir initialiser. Et là, c'est pour ça qu'en plus des resets de Tim Anderson, on va utiliser des procédures
isométriques, des procédures tactiles, des bercements au sol, et toute une batterie d'outils que les professionnels en IMP ont à leur disposition. Donc voilà. Après, il y a les gens qui ont bien mis ça en place petit, mais qui, après, le mode de vie étant ce qu'il est aujourd'hui, comme je viens de le dire, des heures assis par jour, derrière des écrans, des téléphones, un manque de mouvement, des chaussures inadaptées. On a mis les bébés peut-être ensuite dans des trotteurs, des Yupala, des dispositifs de je sais pas quoi, et ce qui fait que je vais perdre l'intégration que j'avais, hein. Même si un bébé, on a prêté attention à ce bébé jusqu'à l'âge de 3 ans, et puis qu'après il est assis toute la journée et il regarde, comme les statistiques nous le disent, plusieurs heures d'écran par jour, il faut pas rêver, hein. Nos muscles, ils sont ce qu'on en fait, hein. Vous faites de la gym, vos muscles sont forts et costauds, vous faites de la muscu, des étirements, vous êtes plus souple, de la muscu, vous êtes plus fort, mais vous êtes avachi toute la journée sur des chaises ou des canapés, voilà le résultat. Les maladies de civilisation, vieillissement prématuré, etc., etc. Donc, plus tard, on va perdre cette intégration. Alors ça, c'est une notion importante. Beaucoup de gens pensent que voilà, je vais intégrer les réflexes du bébé, c'est très bien, et puis après, c'est gagné pour toute la vie. Non. L'alimentation, le stress physique, le stress émotionnel, le manque de mouvement, les traumatismes, les chocs, voilà, etc., vont modifier tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, on peut dire, avec quasi-certitude, que, allez, je vais être sympa, j'ai entendu des statistiques hier, non, ce matin, dans un podcast d'un médecin spécialiste sur la longévité, Peter Attia, voilà, qui a interviewé plusieurs professionnels sur combien de gens respectent les préconisations de mouvement et les enfants, etc., et combien de gens font la gym, la muscu, la course à pied, etc. Et on est autour de 10 à 15% des gens qui suivent les recommandations, des experts. Et donc on sait qu'on a les 85% des gens qui, on va être sympa, qui ne mettent pas toutes les chances de leur côté et qui prennent beaucoup de risques quant à leur vieillissement, et quant aux enfants, des situations de difficulté d'apprentissage. Si le goût du sport, du mouvement n'a pas été pris petit, ça devient très difficile parce que les enfants vont commencer à développer des problèmes de différentes sortes, en particulier de l'obésité, du diabète, une incapacité à bouger, des douleurs, voilà, bref, tout un tas de choses qui fait que adulte, ça devient beaucoup plus difficile de se mettre ou se remettre à bouger, à faire du sport et des activités de ce type-là, et que on voit bien ce que ça donne en termes de maladies dites de civilisation, etc. Donc, l'idée de Tim Anderson est géniale, c'est de dire, avant de se lancer dans des grands projets du mois de septembre, je m'inscris à la salle de gym, à la natation, à la muscu, au yoga, etc., c'est de dire, bien sûr, tout ça, il faut le faire, mais on va remettre en place les bases. Et première base, après la respiration, c'est le contrôle de la tête. On ne peut pas avoir un bon contrôle de la tête, c'est ça que j'allais dire au niveau statistique. On peut estimer au moins 95% des gens qui viennent nous voir largement, qui n'ont pas de bon contrôle de la tête. Enfants, adultes, personnes en situation de handicap, personnes âgées, personnes qui ont des douleurs. Je pense, on forme, nous, énormément de kinés, d'ostéos, de podologues, d'orthophonistes, de psychomotes, etc. Vous pouvez être sûr que 99% des gens qui viennent vous voir, ils n'ont pas un bon contrôle de la tête. Donc là, ça ne sert à rien, même pour l'orthophoniste. Si l'enfant n'a pas un bon contrôle de la tête, comment voulez-vous qu'il puisse profiter pleinement de ce que vous allez faire en rééducation au niveau de la lecture, de l'écriture, qui implique le système visuel, qui implique le système auditif? Tout ça se base sur, n'importe quel psychomote peut vous expliquer ça, ou Piaget, etc., que vous avez appris à l'école, se base sur des compétences motrices initiales, sur des compétences posturales, visuelles, auditives, etc. On apprend par corps. Voilà, on apprend par corps. Et si au niveau du corps, il y a du stress, l'apprentissage non pas est impossible, mais devient beaucoup plus difficile, demande beaucoup plus d'énergie. Et pour certains, c'est trop dur à surmonter. C'est comme avoir une épine dans le pied pour marcher ou pour courir, un caillou dans la chaussure, c'est une énorme gêne. C'est exactement ce qui se passe à ce niveau-là, les réflexes non intégrés, une immaturité neuromotrice, parce que c'est ça, les réflexes ne sont que la mise en évidence d'une immaturité neuromotrice, c'est ça que ça veut dire. C'est le système nerveux n'a pas eu son développement complet et entier, et donc il y a une immaturité. S'il y a une immaturité, comment voulez-vous demander des choses qui requièrent des compétences matures?
Donc ce contrôle de la tête, il est essentiel parce que c'est le système visuel, c'est le système auditif, c'est le système vestibulaire, et c'est comme ça qu'on apprend, nous. Tout ce qu'on apprend à l'école, c'est pas vrai pour le bébé qui va apprendre par la bouche, par le toucher, mais l'enfant, en particulier à partir de 6 ans, mais dès la maternelle, la plupart de ce qui lui est enseigné, c'est audiovisuel. D'abord visuel et ensuite auditif. Le prof parle et démontre. C'est écrit, il faut lire, il faut regarder, il faut écouter. Donc ces compétences visio-auditives ou auditivo-visuelles dépendent d'un bon contrôle de la tête. Donc mission numéro 1, si on veut aider un enfant en difficulté d'apprentissage, une personne en situation de stress, une personne âgée, un sportif ou quoi, vérifier le bon contrôle de la tête. Or, la plupart du temps, ce n'est pas le cas parce qu'on est dans un mode de vie où on est assis toute la journée, on est derrière des écrans, des téléphones, dans des postures assises pour lesquelles notre corps n'est pas construit et dans lesquelles la tête va souffrir. Et donc tous les réflexes dont je vous parlais, nous on les voit dans nos cabinets. C'est pas rare d'avoir les 5 réflexes dont je parlais non intégrés. Ça veut dire présence du Moro, présence du RTAC, présence du RTL, présence du RTSC et non-présence des réflexes de redressement de la tête oculaire et labyrinthique. Je veux dire, dans mon cabinet, en travaillant avec les enfants en difficulté scolaire, il n'y a pas forcément les 4 pas intégrés, mais c'est très fréquent. Et c'est quasiment jamais que je vois chez les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage un réflexe de redressement de la tête branché. C'est exceptionnel. D'abord, ils ne peuvent pas s'asseoir de telle sorte qu'ils sont assis de manière le dos tellement arrondi que ce réflexe ne peut pas s'exprimer. Donc ça veut dire compensation par les yeux, compensation, difficulté à tourner la tête pour écouter, le système visuel qui doit forcer toute la journée, donc difficulté de concentration, de mémorisation, de lecture, d'écriture, grosse fatigue qui vient très vite parce que ça demande énormément d'efforts. On doit solliciter des muscles pour lesquels qui ne sont pas faits, donc c'est ce qu'on appelle des compensations. Donc bref, beaucoup de difficultés. Donc mission numéro 1, et Tim Anderson a raison, les hochements de tête ou les mouvements de tête. Alors évidemment, le bébé, comme je vous l'ai dit, sa tête est très lourde, donc il lui suffit de pas beaucoup de mouvements, les simples stimulations posturales suffisent parce qu'il doit contrôler sa tête, qui ferait l'équivalent pour nous de 20 kg, or notre tête en fait 5, donc d'avoir un haltère de 15 kg. Évidemment, nous, on ne va pas faire ça. On a développé une musculature au niveau du cou, mais néanmoins les cervicales sont fragiles. Il est hors de question de mettre des haltères, même de 1 kg ou quoi, sur la tête. Je ne vous parle pas des gens qui font de la gym, qui font des poiriers, qui font des tas de trucs et qui s'entraînent depuis tout petit. Mais quand bien même, je doute qu'il n'ait jamais vu quelqu'un qui met 15 kg sur sa tête et qui fait de la gym avec des hochements de tête et 15 kg. Ce serait de la folie. 1 kg ou 2, je veux bien, enfin bref, peu importe. Mais nous, on ne va pas faire ça, évidemment. En revanche, c'est par la répétition. La tête étant quand même relativement lourde, 5 kg, le fait de faire quelques mouvements de hochement de tête, ça va tout de suite stimuler. Alors stimuler, c'est ça la surprise des gens qui viennent dans notre stage. Dès qu'on stimule la tête, dès qu'on fait des hochements de tête, ça va stimuler toutes les chaînes musculaires antérieures et postérieures. Quand je vais fléchir ma tête, ça entraîne tout l'enroulement devant, toute la chaîne antérieure, incluant, mais pas que, les abdos. Les abdos grand droit, ils s'accrochent où? Ils s'accrochent au pubis. Donc ça va aller, dès que je veux bouger ma tête, ça va stabiliser le corps, y compris les abdos jusqu'au pubis, donc jusqu'au pubis. Évidemment, si je suis debout, il y a aussi les ischio-jambiers qui vont s'activer derrière et la chaîne postérieure, parce que si je mets ma tête en avant qui fait 5 kg, les muscles derrière du corps vont se tendre pour pas que je tombe en avant. Donc on va avoir une stimulation antéro-postérieure très forte. Et évidemment, même chose si je mets ma tête en extension, donc vers l'arrière, ce qui fait peur à beaucoup de personnes et ça ne devrait pas, on devrait pouvoir mettre complètement la tête en arrière sans aucun problème au niveau cervical. Si je mets ma tête en arrière, ça va enclencher un certain nombre de muscles devant pour pas que je tombe en arrière, et puis ça va impliquer toute la colonne vertébrale derrière jusqu'au sacrum. Et ça, on le sent très bien, qu'on fasse les hochements de tête en position ventrale, ce qu'on pratique beaucoup, ou sur le dos. On va utiliser beaucoup dans la méthode OST, Original Strength de Tim Anderson, on va utiliser beaucoup de hochements de tête aussi en position 4 pattes, en position accroupie, dans différentes positions. Il y a là aussi des dizaines de variantes. Il n'y a pas que des hochements de tête, il y a aussi des mouvements arrondis, du type dessiner un arc-en-ciel avec le nez. On pourrait dessiner aussi un sourire. Bref, on va travailler dans toutes les dimensions de l'espace. Évidemment, les cervicales, ça nous permet de faire des grandes circumductions, des grands cercles avec la tête. Donc il faut activer tout ça. Mais en fait, activer la tête, c'est d'une part stimuler le système vestibulaire. C'est quelque chose que je vais dire tout à l'heure. On peut estimer qu'à peu près 90% des gens, mais
largement plus, sont aujourd'hui en carence vestibulaire. Pourquoi? Parce qu'on est censé bouger, courir, sauter, grimper, on est censé être des chasseurs-cueilleurs. Or, le système vestibulaire apporte beaucoup d'informations à tout le corps. C'est ce qui nous nourrit le plus. Plus j'ai des stimulations vestibulaires, parce que ça veut dire plus je cours, je saute, je grimpe, je nage, et je fais plein d'activités dans ma vie de tous les jours. Regardez les enfants, comment ils stimulent ça, même les ados, s'ils n'ont pas d'écran, comment ils cherchent à stimuler ça en jouant au roller, planches, parc d'attractions, etc. Ils veulent toujours stimuler le système vestibulaire, parce que ça me dit je suis en vie, je bouge, et ça va stimuler tout le système postural, musculaire, proprioceptif. Donc aujourd'hui, dans notre mode de vie, on bouge quasiment plus. Eh bien, il y a une carence au niveau vestibulaire. Ça veut dire une carence, donc vestibulaire évidemment, mais aussi proprioceptive. Moins d'informations sont reçues, moins de vitamines motrices sont reçues. Donc le cerveau doit compenser tout ça, beaucoup plus de difficultés, ce qui va nous impacter dans nos apprentissages, la fatigue, la concentration, etc. Et puis avec un vieillissement prématuré. Et on voit aujourd'hui des vieillissements prématurés très très tôt, hein, parce qu'autrefois, évidemment, on mourait d'autres maladies, mais le corps était soumis à plus de contraintes, on marchait beaucoup plus, on soulevait beaucoup plus de charges, etc. Et le corps se renforçait, en particulier la densité osseuse, la masse musculaire, etc. Et ça, c'est une des choses majeures, parce que c'est dans les muscles qu'on va stocker, par exemple, le cholestérol, etc., qui du coup ne se retrouve pas dans le sang. C'est dans les muscles qui vont pouvoir consommer la graisse qu'on a maintenant en excès. C'est dans les muscles que tout un tas d'hormones fonctionnent, etc. Et donc on sait aujourd'hui que les gens qui ont une masse musculaire, et non pas une masse grasse, mais une masse musculaire plus grande, plus grosse, donc qui sont plus musclés, ben, ils vieillissent beaucoup mieux et en meilleure santé, et plus longtemps. Ça, c'est majeur. Et aujourd'hui, on voit, encore une fois, dès 30 ans, regardez hein, le mode de vie de nos jeunes, et on a des statistiques, hein, c'est pas une histoire de vieux qui dit « Ah, avant, c'était mieux », c'est pas ça. Vous comprenez bien qu'en passant une dizaine d'heures par jour à un écran, on n'est pas en train de sauter, de courir, de bouger, etc. On ne stimule pas nos muscles, on en stimule certains, mais qui vont créer des tensions et des stress musculo-squelettiques. Donc bref, on a toute une régression au niveau du mouvement, avec un vieillissement qui se fait de plus en plus prématuré, dans des conditions avec de plus en plus de douleurs. C'est-à-dire que oui, la médecine fait qu'on peut vivre plus longtemps grâce aux médicaments, la chirurgie, etc., mais en mauvaise santé. Autrefois, on vivait moins longtemps, mais en meilleure santé jusqu'à notre dernier souffle, quasiment. Donc on disait, il meurt de quoi? Il est mort de vieillesse. Voilà, aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. On meurt d'une maladie de civilisation, à savoir les troubles cardiaques, les cancers, Alzheimer ou, qu'est-ce que je dis, cancer, maladie cardiovasculaire, Alzheimer, et diabète, voilà, il me manquait ça. Voilà les 4 grands, comme les appelle, cavaliers d'Apocalypse, comme les appelle Peter Attia, alors qu'avant, on ne mourait pas de ces maladies-là. Donc, évidemment, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de vivre longtemps et en bonne santé. Et nous avons les moyens de ça. Une des choses, évidemment, là, c'est pas le sujet de mon exposé d'aujourd'hui, mais une des choses, c'est de donner de la vitamine motrice vestibulaire à notre corps. C'est absolument majeur. Et les hochements de tête vont fournir beaucoup de vitamines motrices. Les hochements de tête vont permettre l'intégration des 5 réflexes au niveau du cou, ce qui est absolument majeur. Mais on l'a vu, ces réflexes du cou, comme le RTL, c'est comment je mets en place mes chaînes antéro-postérieures. Donc ça veut dire entraîner la motricité au niveau du cou par les hochements de tête et ce deuxième reset. On améliore le contrôle de la tête, ça veut dire améliorer le contrôle postural global et l'intégration des chaînes musculaires. Donc c'est absolument quelque chose de global en fait. Il ne faut pas penser contrôle de la tête et c'est tout. C'est contrôle de la tête entraîne meilleure gestion posturale globale, et à partir de là, un meilleur tonus, un meilleur équilibre, une meilleure respiration, on a plus la patate, et tout un tas de choses peuvent mieux fonctionner. Donc ça, c'est absolument majeur, c'est la mission numéro 1 du bébé. Ça doit être la mission numéro 1 du thérapeute, de l'enseignant, de l'éducateur, du kiné, de l'orthophoniste, bref, qui vient nous voir, du coach sportif. C'est vérifier ce contrôle de la tête, ce qu'on apprend à faire dans les stages d'IMP, ce qu'on apprend à faire chez Tim Anderson, bien sûr, dans son séminaire de 2 jours qu'il vient donner régulièrement chez nous. Donc on peut retrouver les dates sur reflex.org. Ça, c'est absolument majeur. Contrôle de la tête, hochement de tête avec toutes les variantes à vérifier. Et puis, vu que, à moins que vous ayez un mode de vie où il y a beaucoup de vitamines motrices tous les jours parce que vous faites beaucoup d'activités dehors et que vous grimpez, etc. Si vous avez une vraie presque vie de chasseur-cueilleur,
Si ce n'est pas le cas, on va avoir besoin tous les jours de ces stimulations-là. Et donc quelques hochements de tête, voilà, quelques répétitions de hochements de tête sur le ventre, sur le dos, à quatre pattes, en position accroupie, dans différentes positions, vont faire une énorme différence. Une énorme différence. Donc voilà pour ce reset, hein, il y aurait beaucoup plus à dire sur le sujet, mais je pense que j'ai dit les grandes lignes. Hein. On pourrait parler d'autres réflexes qui sont impliqués dans tout ça, hein, parce qu'il n'y a pas que la tête, ça passe par le dos, donc les réflexes dits spinaux, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Mais le réflexe de Landau, bien sûr, que j'aurais pu citer, mais je vais me les mettre de côté pour le reset suivant. Comment je fais maintenant? Je fais un petit jingle. Normalement, si c'était une émission radiophonique, on mettrait une petite musique, une petite chanson, et puis après, on évoquerait un nouveau sujet. Donc voilà, chanson, musique, voiture qui passe. Le reset numéro 3, les retournements. C'est un des resets favoris, c'est un reset absolument génial. Toutes les psychomotes qu'on voit, et Dieu sait si on en voit, dans chaque stage, tous les mois, enfin 2 fois par mois, on donne cours. Donc on voit des psychomotriciennes qui savent l'importance des retournements pour le bébé, pour toute son organisation future. Beaucoup de gens surfocalisent, même si c'est une phase très importante, sur le 4 pattes. On pense aux pédiatres, souvent, parfois, certains disent, est-ce qu'il a marché à 4 pattes? Voilà, souvent les gens disent, est-ce qu'il a marché à 4 pattes? Parce que tout le monde sait que le 4 pattes, c'est important pour la mise en place de la latéralisation. Et effectivement, c'est très vrai. Entièrement d'accord avec ça. Mais il y a une autre question qui aurait dû être posée avant, c'est est-ce qu'il s'est retourné? Pourquoi je dis avant? Parce qu'il se retourne, le bébé, bien avant qu'il marche à 4 pattes, quelques mois avant. Et si déjà il ne fait pas du retournement, ça doit nous mettre la puce à l'oreille. Et on est quasiment certain qu'il ne va pas marcher à 4 pattes après. Or, si on intervient en intégration motrice primordiale, par l'intégration des réflexes, ou en kinésithérapie, en fonction des besoins qu'a l'enfant, en kinésithérapie pédiatrique ou en ostéopathie, ou évidemment en psychomotricité, si on intervenait dès ce moment-là, on pourrait faire en sorte qu'il se met à se retourner, et donc qui va initier le 4 pattes, avec tout ce que ça implique dans l'importance de la latéralisation, etc. Donc, vous voyez, le retournement, c'est absolument majeur. Il y a des choses qu'on peut voir avant, hein, bien sûr, que nous on regarde au niveau des réflexes, du cou, du système. Voilà, il y a plein de choses qu'on regarde chez le bébé avant ça, et même on travaille avec les femmes enceintes en IMP, etc. Mais voilà, le truc qu'on va regarder là, c'est le retournement. Le retournement fait pas mal de choses. Déjà, il continue à travailler le système vestibulaire, mais autant les hochements de tête et le contrôle de la tête, c'est plutôt des mouvements dans l'axe antéro-postérieur, que les retournements, vous voyez bien que c'est un autre mécanisme. Dos, ventre, ventre, dos, dos, ventre, ventre, dos. Quand l'enfant se retourne comme ça, il va stimuler son système vestibulaire de manière très forte dans un autre axe, un axe giratoire. Et en plus de ça, il va travailler cette fois-ci de manière active toutes ces chaînes musculaires. C'est-à-dire qu'avant, ces chaînes musculaires étaient réactives face à la posture, face à la gravité, face au mouvement de tête. Donc, quand la tête était ballottée par la gravité, eh bien, je dois tonifier mes chaînes musculaires. Donc, elles étaient stabilisatrices par rapport au mouvement initié par la tête, contrôle de la tête. Maintenant, c'est complètement différent. Je veux initier le bébé, initier un mouvement dans son corps avec ses muscles, soit il initie le mouvement par la main qui veut attraper, puis ça le fait se retourner, soit par sa jambe, son pied, puis ça le fait retourner. On parle de réflexe de retournement segmentaire. C'est un réflexe qu'on doit garder tout au long de notre vie. C'est un réflexe de vie. Et il y en a un autre qui va l'aider, s'appelle le réflexe amphibien, au niveau de la hanche. C'est différents réflexes, ainsi que d'autres. Au départ, c'est initié par un réflexe archaïque qui s'appelle le réflexe tonique asymétrique du cou, que j'ai déjà cité. Bref, il y a plusieurs réflexes qui interviennent dans la rotation et donc qui interviennent dans le retournement. Là, pareil, il y en a 7, 8, 9, 10 qui interviennent dans les retournements et les rotations. Donc ça, c'est absolument majeur. Et ça va, d'une part, comme je viens de le dire, stimuler le système vestibulaire. Donc ça renforce ce que l'enfant faisait avec le hochement de tête, mais c'est pas tout. Il va avoir, et Tim Anderson insiste beaucoup là-dessus, de grandes stimulations tactiles, puisqu'il va en quelque sorte automasser son corps sur le sol, encore et encore, ça lui envoie plein d'informations tactiles, encore et encore et encore. Donc c'est-à-dire qu'il connecte
la motricité, puisqu'il veut se retourner à partir des jambes, à partir des pieds ou à partir de la tête d'ailleurs, parce qu'il regarde quelque chose et il tourne sa tête et le corps suit. Donc une initialisation motrice va créer une stimulation vestibulaire qui va créer une stimulation tactile. Donc on a une intégration, comment on dirait, moteur, vestibulaire et tactile, motoro-vestibulo-tactile, un truc comme ça. Et ça c'est majeur parce qu'il intègre ces différents systèmes-là, le bébé. Encore et encore et encore. Évidemment, encore faut-il le mettre au sol, qu'il ne soit pas dans un transat, dans un ceci, dans un cela, etc. Donc le bébé, soit il est porté et là il reçoit des tas de stimulations, soit il est mis au sol et là il va créer ses propres stimulations. Et aussi, il faut qu'il y ait de la place parce que si nos maisons sont encombrées de chaises, de tables, de canapés, etc., il n'a pas vraiment loisir. Si l'enfant est mis dans un parc ou quoi, il n'a pas vraiment loisir d'expérimenter ça, avec toutes les carences que ça implique au niveau proprioceptif, vestibulaire, musculaire, etc. Donc ça va être quelque chose de majeur, que le bébé puisse se retourner encore et encore et encore et encore, pour consolider son tonus postural, consolider son système vestibulaire, et puis évidemment, avec ça, il y a le système visuel qui fonctionne. Donc il y a tout un tas de réflexes archaïques qui ont un rôle à jouer, tout un tas de réflexes de vie, comme je viens de dire, réflexes amphibiens, réflexes de retournement segmentaire qui doivent s'initialiser, qui vont nous servir tout au long de notre vie et qui doivent être là. Or, il se trouve que ces réflexes-là sont les plus importants pour le bon maintien de la colonne vertébrale, pour le bon maintien de la santé vertébrale. Et c'est pourquoi le cours est enseigné aussi avec un kiné, je vous ai dit, hein, dans l'épisode précédent, j'ai parlé des fondements de la méthode et avec le travail avec Dan Barrow qui dirige une clinique d'une 40aine de kinés. Donc on est là vraiment dans pas juste un truc anecdotique avec un type dans son coin qui dans son cabinet fait ça. Puis nous en France on a formé des tonnes de kinés, on a beaucoup de retours sur les kinés, on va avoir un témoignage de kiné qui utilise OS là prochainement. D'ailleurs, je peux déjà dire son nom, c'est François Lubineau, on a beaucoup de chance de le connaître, il a suivi des cours et puis il a même écrit la préface pour le livre de Tim Anderson, tellement en tant que kinésithérapeute. Il n'a pas abandonné la kinésithérapie, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas son métier, mais le fait d'avoir ses bases change énormément de choses. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire, enfin, c'est rare de trouver quelqu'un qui dit j'ai jamais eu de problème de dos, j'ai pas de problème de dos, j'ai pas de problème de lombaire, pas de problème de dorsal, pas de problème cervical, j'en ai jamais eu, j'en aurai jamais. Non, 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 non. Donc les retournements vont être les mouvements de base pour, on pourrait dire, lubrifier, essorer, ça va avec, hein, les disques intervertébraux de la colonne vertébrale, la musculature de la colonne vertébrale. Pourquoi je dis ça va avec? Parce qu'en faisant les retournements, il se passe des sortes de pression, contre-pression, essorage de la colonne vertébrale. Donc vous savez que ces disques, c'est constitué principalement d'eau, les muscles aussi en grande partie. Donc le fait de faire ces mouvements-là va compresser et décompresser, donc faire effet éponge, hein, l'éponge qui va absorber puis rejeter, absorber, rejeter par compression de l'éponge ou extension de l'éponge. Et donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va essorer en quelque sorte et puis aller attirer ce qu'il faut, l'oxygène, le sang, tous les liquides qui doivent être là, interstitiels, etc. Donc le fait que nous ou nos enfants sont assis toute la journée avec les tassements vertébraux que ça implique et le manque de motricité va enclencher un manque d'hydratation des disques, des muscles, des tendons, des ligaments, des cellules du corps, hein, tout simplement, des cellules, toutes les cellules. Donc moins on bouge, plus les cellules deviennent, on pourrait dire, encrassées, puisque le nettoyage ne peut pas se faire, et plus on va utiliser en particulier des mouvements de retournement au niveau vertébral, et plus on va hydrater, on va nettoyer, on va vider les poubelles, et à la place, remplacer par du sang neuf, du liquide neuf, tout ça, ça circule. Donc ça, c'est absolument majeur. Les retournements vont nous apporter un confort corporel, vertébral majeur, des stimulations tactiles, un renforcement au niveau vestibulaire. Et je crois que, tout comme je l'ai dit pour les hochements de tête, tout kiné, psychomote, ostéo, thérapeute ou coach doit connaître les retournements. Là, il y a des dizaines de variantes. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on travaille avec des enfants, par exemple, en difficulté scolaire. Les retournements vont apporter quelque chose, par le soutien postural, par la stimulation vestibulaire, par la disponibilité visuelle et auditive que ça va impliquer. Parce que si les étages sous-jacents de la colonne vertébrale, sous-jacents à quoi? Sous-jacents au cervical, qui vont maintenir les réflexes de redressement de la tête et donc le système visuel et auditif, si ce qui est sous-jacent est tout bloqué, je dois compenser au niveau du cou. Si je compense au niveau du cou, les yeux et les oreilles vont devoir souffrir.
et la concentration, la lecture, l'écriture s'en trouve affectée. Si je libère les étages sous-jacents, donc tout le long de la colonne vertébrale, le système cervical va pouvoir mieux travailler, faire mieux son job, et le système visuel auditif, idem. Donc là, on a quelque chose de majeur. Ça, c'est ce reset-là, des retournements, apporte un bien-être corporel, un renforcement musculaire, vestibulaire et tactile. Donc pour nous, c'est quelque chose de majeur. Je ne vais pas avoir le temps, et tant mieux, hein, ça prouve qu'il y a beaucoup de choses à dire, de parler des 2 autres resets. C'est ça donc, Original Strengths en 3 parties, c'était la partie 2. Donc, je vais laisser passer la route. Pour nous, c'est majeur, hein, j'en profite là pour en parler, mais le travail Original Strengths, ce qui est génial avec ça, c'est que ça ne se substitue pas. Je laisse passer les voitures. Le travail Original Strengths ne se substitue pas à quelque approche que ce soit, mais c'est tellement simple et facile d'apprendre ces mouvements de base qu'on va pouvoir le rajouter. J'ai donné ce témoignage, je ne sais pas si je l'ai déjà donné. C'est toujours la partie du podcast plus désagréable, désolé, quand j'aborde les voitures. Aujourd'hui, il y avait pas mal de vent, j'espère que ça ne va pas trop s'entendre non plus. Voilà, hein, c'est pas évidemment le podcast en balade avec Paul, c'est pas le podcast dans le studio avec le gros micro et les moyens techniques plus élaborés, mais c'est plus vivant. J'espère encore une fois que vous l'écoutez en marchant ou en pédalant. Qui sait, peut-être en nageant. J'ai vu qu'il y avait des casques maintenant qui peuvent aller dans l'eau et qu'en faisant de la natation, vous pouvez écouter la musique et peut-être des podcasts. Alors, 3 km, voilà, je vous parle, c'est le 3e kilomètre que je viens de faire. 3 km à 12, à peu près 11 minutes 30 pour faire 1 km. Voilà. Comme ça, je connais mon rythme, grâce à vous. Je veux revenir sur quelque chose que je disais sur le fait de l'importance de la musculation, de l'assouplissement, du sport, de tout ça. Hein. Tout ça est absolument majeur. C'est très compliqué dans notre mode de vie d'aujourd'hui parce qu'il faut trouver le temps de faire tout ça, organiser nos vies. Il y a tellement de stress et de fatigue dans nos vies que de vouloir rajouter des choses, des fois on se dit mais on va jamais y arriver. Si on doit faire la liste de tout ce qu'on devrait faire, ou qu'on nous dit qu'on devrait faire pour être de bons parents, pour être de bons citoyens et pour être en bonne santé, et on a l'impression que 24 heures ne suffiraient pas. Alors, j'entends ça, je suis d'accord, et en même temps, je vois les statistiques du temps d'écran qu'on passe et du temps de réseaux sociaux sur lesquels on passe, et je ne peux pas m'empêcher de dire qu'évidemment, si à 24 heures, tu soustrais déjà plusieurs heures d'écran et plusieurs heures de réseaux sociaux par jour, c'est pas étonnant. Mais quand bien même c'est difficile, moi je suis un grand privilégié, puisque j'ai choisi d'être à mon compte. Alors évidemment, certaines personnes ne voudraient pas faire ça, parce que ça implique du stress, de l'incertitude de l'emploi, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, tous les salariés peuvent ressentir la même chose aussi. Donc la grosse chance que j'ai, comme je dis toujours, d'avoir raté mes études, donc du coup, j'ai jamais été salarié de ma vie, j'ai toujours été à mon compte, donc ça sous-entend que, enfin, ça sous-entend pas, ça veut dire que je peux gérer mes horaires plus ou moins comme je le veux. Donc je suis bien conscient de ce privilège. Alors évidemment, je ne fais pas 35 heures par semaine, hein, surtout dans mes plus jeunes années, quand j'ai dû faire travailler le cabinet, le centre de formation, etc. On était plutôt à 50, 60 heures par semaine. Hein. On travaille le soir jusqu'à 23 heures, on travaille tous les week-ends, on n'a pas de vacances. Nous, on prend, pour être franc, on prend une semaine en juillet, une semaine en août, et c'est tout ce qu'on a comme vacances dans l'année. Donc c'est autre chose. Après, on n'a pas de raison de prendre plus de vacances que ça, parce qu'on adore ce qu'on fait. Donc vous voyez, il y a du pour et du contre. C'est sûr que si vous dites un salarié, nous on fait 60 heures par semaine de boulot, et c'est vrai, c'est ce qu'on fait. Il dit, non, je ne vais pas faire ça. Mais en même temps, voilà, on a une liberté. Moi, je dis souvent que... Parce que c'est parce que souvent j'entends des collègues qui sont à leur compte ou quoi, qui disent ouais, mais on a 50% de charge, 40 et quelques % de charge, ça veut dire que de janvier à juillet ou de janvier à juin on travaille que pour les charges, que pour l'État, et puis voilà, gna gna gna. Et moi je dis oui, c'est vrai,
Surtout que nous, on avait la TVA à 20%, donc ça veut dire que les gens déjà, ils nous payent à 20% de TVA, puis après, ça, il y a 40% de charges, et oui, même un peu plus, puis les frais de fonctionnement de notre centre de formation, etc. Puis après, il y a les impôts. Bah oui, 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 oui. C'est sûr que quand les gens nous donnent 100 euros, on n'a pas 100 euros dans notre poche. Mais je suis libre. Je peux travailler quand je veux travailler, je peux arrêter quand je veux arrêter. Alors, je suis libre, j'ai des obligations. Il faut payer l'URSSAF, il faut payer les charges, il faut payer tout ça. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire que je travaille quand je veux et puis je fais 3 heures semaine. Non, encore une fois, une grande partie de ma vie, c'était 50-60 heures semaine sans problème. Mais vous voyez, un choix que j'ai fait aussi, c'est que bah, les gens qui sont, et je le comprends tout à fait, moi je fais un travail que j'aime, mais les gens qui sont salariés, souvent, bah, ils vont compter les années jusqu'à la retraite. Je comprends, j'imagine, je peux difficilement imaginer la colère des Français qui ont compté pendant des années s'arrêter à 60 ou 61 ans, puis on leur dit non, finalement, tu vas faire 2 ans de plus, l'horreur, ou 3 ans de plus, ou parce qu'on a changé l'âge de départ à la retraite. Bref, mais les gens comptent la retraite, pourquoi bah, ils n'aiment pas ce qu'ils font, ils se fatiguent, ils bousillent parfois leur santé, ils n'ont pas le temps de s'occuper d'eux comme ils le souhaiteraient, et puis donc on espère à corps et à cri, bah, évidemment, la retraite. Hein. Et c'est tout à fait compréhensible et je le respecte, mais moi, j'ai aucune intention de prendre ma retraite à 60 ans. Heureusement, ce que vous imaginez, aujourd'hui, j'ai 57, ça veut dire que je serai en train de compter les quelques années avant la retraite. Et là, ce serait la catastrophe. Pourquoi ce serait la catastrophe bah, comme beaucoup de gens qui sont à leur compte, en fait, on fait ce qu'on aime et c'est toute notre vie. Notre boulot, c'est notre passion. Souvent, certains disent qu'on compense des trucs, ouais, mais on n'a rien à côté. En l'occurrence, si je ne fais pas ça, je ne sais pas ce que je ferais. Je serais un peu désœuvré. Ludivine, c'est pareil. Bien sûr, on aurait des occupations, hein, tous des petites choses qu'on aime faire. On a un petit peu de, je sais pas, de jardinage. Ludivine fait du djembé 2 fois par semaine. Moi, je fais du systéma, mais bon, je ne vais pas remplir ma retraite de 6 heures par jour de systéma et Ludivine de 6 heures par jour de djembé et de 6 heures par jour de jardinage l'un et l'autre. Donc, nous nos projets de vie, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est très chanceux. Mais du coup, on n'a pas l'intention de prendre notre retraite. Ce qui fait que j'ai beaucoup réfléchi à ça quand j'étais plus jeune, c'est que ma retraite, je la prends au fur et à mesure de ma vie. C'est-à-dire que je ne vais pas user ma santé pour ensuite devoir prendre ma retraite tôt. Mon but, c'est de pouvoir continuer le plus longtemps possible. J'ai l'intention d'enseigner à 80 ans, ou quand Michel Audin est venu donner cours chez nous, il avait 90 ans. Donc j'ai l'intention d'enseigner à 90 ans. C'est mon intention. Je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver demain. Évidemment, tout ça, c'est sous réserve de la santé. Mais c'est là où je veux aller. C'est que je cherche à prendre soin de ma santé pour pouvoir faire ce que j'aime le plus longtemps possible. Voilà, c'est ça le truc. J'ai l'intention de continuer à enseigner, de découvrir des trucs, de partager des trucs, de travailler avec des gens de l'international et de faire tout ce que j'aime bah, le plus tard possible. Donc ma durée de travail n'est pas étalée de l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 60 ans. Ma durée de travail, je la vois de l'âge de 20 ans, évidemment, jusqu'à 90 ans. Donc, ma retraite, et donc évidemment à 90 ans, on suppose que c'est là où je vais mourir, ou peut-être à 100 ans, j'en sais rien, mais je ne vais pas prendre de retraite. Donc ma retraite, je la prends maintenant. Au moment où je vous parle, je suis en retraite. Je vous explique, je suis en train de faire ma promenade. J'ai décidé il y a très longtemps, le matin, c'est pour moi et ma santé. L'après-midi, c'est pour le travail. Alors moi, c'est parce que je suis du matin. Si je veux dire, si je peux faire la gym le matin, je peux faire ma promenade le matin, je peux faire la méditation, tout ce que vous voulez, mais le soir, je peux pas. Je suis pas du soir, je peux pas. Le soir, surtout l'hiver quand il fait nuit, impossible de me faire sortir et de re-rentrer après. Le courage, l'énergie que ça me demande, c'est impossible. J'ai jamais réussi. Ça m'a causé beaucoup de tort, enfin de regrets dans la vie. Il y a beaucoup d'activités que j'aurais aimé faire dans les arts martiaux, dans le yoga, le tai chi, je sais pas quoi, mais qui sont en cours du soir, à la OMJC, le soir et tout. Et le soir, je peux pas. Je veux dire, j'ai abandonné depuis longtemps. Hein. Je m'inscrivais en septembre, et puis octobre, ça va, mais à partir de novembre, il fait nuit avec le changement d'heure et tout. Donc, je suis du matin. Et puis en plus, si, par exemple, mettons là, je dois faire ma promenade, enfin, je
je fais ma promenade ou mes mouvements d'original strength, etc. le matin. Si je ne les fais pas le matin et que vous vous dites, bah, je le ferai l'après-midi, bah, en fait, toute ma journée est un peu bousillée parce que je dis, ah oui, il va falloir que je le fasse, il va falloir que je le fasse. Ah, je ne le fais pas, les heures tournent. Ah, ben, je le ferai ce soir, le soir arrive, il faut préparer le dîner, un peu de fatigue s'accumule. Ah, j'ai encore ça à faire, ça à faire. Ah oui, je vais le faire. Et puis, paf, paf, paf. Alors, des fois, il y a des exceptions. Hier, je n'avais pas fait mes exercices de respiration et j'avais prévu de regarder un épisode d'une série télé. Enfin deux, et du coup j'en ai regardé un et après j'ai fait mes exercices. Mais c'est vraiment, ça arrive jamais. Enfin là, si, c'est arrivé, mais c'est exceptionnel. Donc ça me bousille ma journée si je le fais pas d'emblée. Donc voilà, je fais ça le matin, ce qui fait que, alors quand j'étais au plus fort de ma carrière, avec mon cabinet qui tournait à fond et des stages et tout, ça veut dire que je prenais mes premiers rendez-vous à 10 heures, c'est ça que ça veut dire, hein. Parce que de 8 à 10, vu que je recevais dans mon cabinet chez moi, de 8 à 10, je faisais de la méditation, du yoga, de la respiration. Pas du yoga, pardon. J'en ai fait un petit peu, mais très très peu. Très très peu. Du tai chi, du qigong, je fais beaucoup plus. Et puis des petits exercices de ci, de ça. Mais voilà. Voilà. Et puis je prenais les premiers rendez-vous à 10 heures le matin. Et pareil, j'ai jamais terminé tard le soir. Alors bien sûr, des fois, parce que je recevais les enfants en difficulté scolaire, donc c'est le soir après l'école, et puis le mercredi, et des fois le samedi, mais voilà. Donc c'est vrai que j'ai travaillé tous les week-ends toute ma vie. Ça, c'est vrai aussi. J'ai jamais pris de week-end, quasiment. Pas de week-end, puisque j'enseignais en général 3 stages par mois, incluant des week-ends, toujours, à chaque fois. Et puis l'autre week-end, bah, le samedi, je donnais cours. Pardon, le samedi, je recevais de la clientèle. Donc voilà, tout ça pour vous dire quoi? Bah, que ce sont des stratégies très longue durée, et ça c'est important. Je vois Tim Anderson, là par exemple, il est venu donner des séminaires, et le matin je le vois tout frais, et il a déjà fait, le matin avant d'arriver en stage, il a fait 1 heure d'entraînement, il a fait son entraînement le matin, ses exercices. Je sais pas, ne me demandez pas ce qu'est l'entraînement de Tim Anderson, mais je sais qu'il a fait 1 heure d'entraînement le matin, de toute façon de toute sa vie, il fait son heure d'entraînement tous les jours. Alors, je ne sais pas ce que c'est, est-ce qu'il court, est-ce qu'il soulève des poids, est-ce qu'il fait du yoga? J'imagine qu'il fait beaucoup, ça c'est certain, de Original Strength, ça c'est certain. Pourquoi c'est certain? Attention, c'est pas vrai pour tout le monde, hein. J'ai eu cours avec des tas de profs qui ne pratiquent pas ce qu'ils enseignent, hein, dans ma carrière. Donc lui, je peux vous dire qu'il pratique ce qu'il enseigne, et même plus. Donc moi, c'est une stratégie long terme, cette histoire de retraite. Je prends ma retraite tout au long de ma vie. Alors, je suis bien conscient, c'est une énorme chance, encore une fois, je le dis en rigolant. J'ai eu la chance de rater mes études et donc de ne pas être dans une voie de salariat, une voie du monde de l'entreprise, etc. Alors, je n'aurais pas supporté, je ne supportais pas le système scolaire, je ne supportais pas l'école, je ne supportais pas d'être assis toute la journée, je ne supportais pas qu'on me dise quoi faire et quand le faire. Et dès que je trouve que quelque chose n'est pas comme j'estime que ça doit être, bah, c'est tout de suite la prise de tête. Je n'ai pas la capacité, l'abnégation, même quand j'étais... ça m'a causé des problèmes quand j'ai fait mon service militaire parce que je ne sais pas me taire quand quelque chose ne va pas. Et du coup, bah, évidemment, à l'armée, ça ne marche pas comme ça. Le service militaire à l'époque qui était obligatoire, je tiens à le préciser, je n'ai pas fait volontairement. Donc, j'aurais jamais pu travailler comme salarié, ça n'aurait jamais marché, ou au prix, je pense, de burn-out, de dépression, voilà. Donc, à la fois, je suis en admiration pour les gens qui sont capables d'être salariés, et à la fois, je ne sais pas comment ils font pour faire toute la liste des choses qu'ils sont censés faire, surtout quand on a des enfants, entre à s'occuper des enfants, ce qui est un boulot énorme, je laisse passer les voitures, et prendre soin de soi. Voilà, c'est ça le truc, prendre soin de soi. Gym, la méditation, le yoga, enfin tous les trucs qu'on est censé faire. Donc je dis bravo aux salariés, mais je dis aux salariés aussi que franchement bravo, merci. Et je dis aussi aux salariés qu'ils peuvent 4 km. Voilà, j'ai fait 4 km. Que des fois, on peut réfléchir à trouver une passion dans la vie, quelque chose qui nous plaît, et le faire en dilettante un petit peu. Et puis avec aujourd'hui un statut d'auto-entrepreneur et tout, on peut faire des trucs. Je connais énormément de gens qui font des trucs. Ça peut être un peu de cuisine pendant l'été, sur les plages, vendre des trucs. Ça peut être
faire des activités qu'on aime au niveau artistique, ça peut être... il y a tellement de possibilités, chacun peut parfois trouver ce qu'il aime et faire ça. Évidemment, ça implique de baisser ses heures de salariat, ça implique parfois moins d'argent dans la poche. Et vous savez, quand je dis que j'ai travaillé 60 heures par semaine, je gagnais 2000-2500 euros. Voilà, une grande partie de ma vie. Donc, c'est pas... c'est beaucoup, ça fait, entendons-nous bien, c'est plus que la moyenne française. Je vous laisse réfléchir à ça parce que comme mes filles me demandaient toujours si on est... Vous savez, les enfants, ils demandent toujours ça. Est-ce qu'on est riche ou est-ce qu'on est pauvre? On est pauvre ou on est riche? Beaucoup de gens diraient qu'à 2500 euros par mois, alors là, je ne dis pas par foyer, pour moi tout seul, mon ex-femme et aujourd'hui ma compagne, Ludivine, elle gagne aussi à peu près, elle gagnait aussi de l'argent. Donc ça fait un foyer à plus que 2500, tombons-nous bien. Mais beaucoup de gens diraient que je gagne 2500, bah, c'est pas beaucoup, ils diraient on est plutôt pauvre. Mais si vous regardez les statistiques françaises et le revenu moyen du français, si vous gagnez 2000 euros, ben vous êtes déjà dans la partie supérieure et dans les riches. Donc j'ai toujours dit à mes filles qu'on était riches, et j'estime que c'est vrai. Et c'est un comptable un jour qui m'a dit ça, je me plaignais, je me rappelle il y a longtemps, je me plaignais de payer trop de charges et de ne pas avoir assez d'argent, ou de je sais pas quoi. Et il me disait, vous avez un toit, vous avez de quoi nourrir vos enfants, vous devriez être heureux. Voilà, j'ai un toit, j'ai une maison. C'est un privilège extraordinaire. J'ai de quoi vêtir mes enfants et moi-même et les nourrir. Donc, c'est quelque chose qui est très important parce que si vous gagnez, des gens ils gagnent, je vois des gens ils gagnent 5000 euros par mois à eux tout seuls, ils estiment qu'ils ne sont pas riches. Là, je ne vais pas dire de nom évidemment, mais j'ai des voisins qui sont millionnaires, plusieurs millions. Mais si vous leur demandez s'ils sont riches, ils vont dire non, parce qu'on regarde toujours au-dessus de la pyramide dans notre société, on est une société pyramidale. Donc ils regardent au-dessus de la pyramide, et donc il y a toujours plus riches. Et pourtant, ils font partie des 10% les plus riches des Français. Hein, j'ai entendu une statistique là, 10% des plus riches français ont 50% de l'épargne de toute la France. Donc 10% des Français sont extrêmement riches, mais la plupart des gens qui sont dans les 20%, 30%, je ne sais pas quoi, ils vont pas le dire. Enfin, ils ne vont pas le considérer parce que c'est un système de valeurs, on regarde toujours au-dessus. Par rapport aux sociétés traditionnelles où c'est un système de cercle, où on va déconsidérer les gens qui sont au-dessus et qui sont plus riches, et pour ne pas qu'ils le deviennent justement. Nous, on est dans une société où les valeurs sont vers le haut de la pyramide, donc vers la richesse. Plus on est riche, plus on est haut de la pyramide. Donc certainement à ce titre-là, l'homme le plus génial du monde, c'est Elon Musk, suivi du patron d'Amazon, suivi des émirs, des puissants du pétrole, de Donald Trump et compagnie. Voilà, ce sont censés être les plus grands tout en haut de la pyramide. Et puis aujourd'hui, on a d'autres valeurs. C'est est-ce que vous êtes un influenceur et combien vous avez d'abonnés? Voilà. Alors, ça nous rend humble avec le Divine parce que on a 17 000 personnes abonnées sur notre chaîne YouTube, mais c'est vraiment pas beaucoup. Ah non, non, c'est pas beaucoup. Mais on est tellement heureux de les avoir et que vous soyez là. Donc voilà pour mes petites considérations après que j'ai parlé de Original Strength. C'est les petites idées qui me passent dans la tête. Hein. C'est l'avantage ou le désavantage du podcast. Ça représente bien mon état d'esprit. Du podcast où on marche, où on n'a pas préparé le truc. Donc voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à partager vos avis sur ce que je dis, vos commentaires. C'est avec plaisir. Ce n'est pas un point de vue. Je ne considère pas que j'ai des grandes lumières. Voilà. Donc, je suis content d'avoir raté mes études puisque j'ai pu faire ce que je voulais et j'ai dû chercher, j'ai dû créer mon propre emploi et ma propre entreprise. Et je suis heureux, c'est ça que je voulais dire, c'est que chacun peut rajouter de la valeur à ce qu'il fait en faisant des passions, en faisant des choses, s'il en a envie, bien sûr. Je vous dis à très bientôt. Cette fois-ci, on finira
le reset numéro 4 et 5 d'Original Strengths. Donc à bientôt pour la 3e partie donc de ce triptyque sur Original Strengths et autres considérations. Et voilà, j'ai pu faire le reset 2 et 3 seulement.